Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. C'était il y a exactement 20 ans, des randonneurs découvraient dans les Alpes italiennes le corps d'un homme qui s'était momifié naturellement à cause du froid. Franck Ferrand nous raconte aujourd'hui sur Europe 1 l'incroyable histoire de Zi. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Cet homme des glaces, comme l'a surnommé la presse de l'époque, certains ont même fait référence à Hibernatus évidemment. Cet homme a été très étudié, vous l'imaginez, depuis 2 décennies. Et c'est fou ce qu'il a pu nous apprendre sur la vie de nos lointains ancêtres. Alors, une rumeur assez superstitieuse voudrait que la momie de Zi porte malheur. Oui, superstitieuse sans doute, mais le fait est que depuis quand même maintenant 20 ans, 7 personnes liées de près à sa découverte ont trouvé la mort, parfois dans des circonstances troublantes. Si vous avez un avis sur la question, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et pour ce faire, il suffit de vous rendre sur le site internet d'Europe 1, www.europe1.fr. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Je vous propose donc un petit saut en arrière, au tout petit, de 20 ans seulement. Nous sommes le 19 septembre 1991. Il fait assez beau, imaginez le ciel bleu pur des Alpes du Sud Tyrol. Un couple de randonneurs allemands, ils s'appellent Helmut et Erika Simon, enfin je prononce à la française. Ce ne sont pas tout à fait des alpinistes, cependant ce sont bien plus que des promeneurs. Ils se sont mis en tête de faire le col de Tisonior. On est là sur la frontière entre l'Autriche et l'Italie, ou tout près en tout cas de cette frontière. En vérité, depuis quelques minutes, Erika et Helmut viennent de passer en Italie, seulement ils ne le savent pas. Eux sont en vacances en Autriche et ces subtilités frontalières leur échappent un peu. Ce qu'ils savent, c'est qu'ils crapahutent à un peu plus de 3200 mètres d'altitude. Et là, tout à coup, derrière un bloc rocheux, ils aperçoivent une petite mare. Erika pousse son mari du coude. De là où ils sont, il semble que quelque chose dépasse, quelque chose de brun, quelque chose d'humain. Les randonneurs font quelques pas dans la neige. Ils retiennent une exclamation partagée. Aucun doute, ce qu'ils viennent de repérer tout à fait par hasard, c'est la partie supérieure d'un corps humain. Un homme assez décharné, c'est le moins qu'on puisse dire, comme momifié, si vous voulez, par la glace et le froid, visiblement mort depuis pas mal de temps, et qui s'est trouvé finalement expulsé par le glacier local, qui s'appelle le glacier du Zimilaon. Alors, ils sont assez émus, nos randonneurs, forcément. Ils s'empressent de faire part de leur découverte en bas. Les circonstances qui ont conduit les autorités autrichiennes à s'intéresser à cette découverte ont été assez rarement racontées. Et tout à l'heure, je vais laisser le soin de le faire à mon invité Guy Benamou, qui a très bien identifié les différentes circonstances de la découverte. Toujours est-il que le 22 septembre, le corps est dégagé des glaces et le lendemain, un hélicoptère est envoyé sur place pour emporter la momie. Comme pendant la nuit, le corps a été un peu repris par la glace, c'est un alpiniste qui, le 23, prête son piolet pour effectuer les opérations de dégagement. Assez sommaire, évidemment, on est encore loin d'une démarche archéologique. Du corps, alors il faut dire qu'évidemment le corps a été abîmé par la manœuvre et il ne reste que l'essentiel. Il a été amputé d'une fesse, d'une partie d'une cuisse. Dans le même état d'esprit, sur le coup, on fait très peu attention aux petits objets d'écorce et de bois qui se trouvent à proximité, notamment ce qui est pris pour un bâton se révélera naturellement être un arc. L'essentiel est récupéré, transféré à Innsbruck pour étude. Attention, les rares personnes présentes lors de cette extraction n'ont pas pu s'empêcher de constater que le corps portait des traces bleuâtres et le crâne une blessure assez vilaine et qui forcément peut faire songer au résultat d'un crime. Et si l'alpiniste ainsi découvert, se demande-t-on, était la victime d'un meurtre en montagne ? Le procureur local en tiendra compte, il déposera une plainte contre X. À Innsbruck, l'équipe médico-légale ne tarde pas à comprendre que le cadavre est bien plus ancien que ce qu'on aurait pu croire. Ils en sont tellement convaincus qu'ils convoquent un archéologue. C'est lui qui, à partir des petits objets découverts près du corps, effectue une première estimation de l'ancienneté de ce qui s'avère être un chasseur des temps proto-historiques.
Un extrait sur Europe 1 de la symphonie alpestre composée par Richard Strauss. Restez... Ah, on ne vous a pas entendu. Avec l'accent, c'est dommage. Oui, pas le micro. Eine Alpensymphonie. Symphonie, ja, sehr gut. Restez avec nous. Franck Ferrand vous raconte aujourd'hui l'histoire d'Ötzi, l'homme des glaces sur Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Avec un récit sur Europe 1 consacré à Ötzi, l'homme des glaces, découvert il y a 20 ans, Franck. Alors vous avez bien compris que cette rencontre macabre de deux touristes vire à l'aubaine archéologique. Helmut et Erika ne sont plus ces promeneurs touchés par un hasard malencontreux. Ils deviennent, aux yeux de la presse locale et bientôt nationale et internationale, des inventeurs de trésors. Assez vite, en effet, l'opinion s'émeut de l'émergence inopinée de cet hibernatus. Comment l'appeler, cet homme des glaces ? Comme le glacier se situait dans la vallée de l'Ötztal, c'est-à-dire la vallée de l'Ötz, si vous voulez plus exactement, on lui donne le nom d'Ötzi. Conséquence prévisible du tapage médiatique autour de la découverte d'Helmut et Erika Simon, les autorités italiennes finissent par s'intéresser à la question, évidemment. Et elle rappelle, ces autorités italiennes, que la découverte a été effectuée du côté italien de la frontière. Rome réclame le corps, Vienne ne veut rien savoir. Nous l'avons, disent les Autrichiens, alors nous le gardons pour l'étudier et puis on vous le rendra ensuite en temps utile. Une équipe internationale est constituée, les artefacts découverts sont envoyés à Mayence pour analyse et restauration, et en 1996 paraît le résultat d'une étude très détaillée, très complète sur Ötzi, devenue la nouvelle star de l'anthropologie européenne. Les conclusions de cette étude répondent à presque toutes les questions qui se posaient. La datation au radiocarbone donne environ 3200 avant notre ère, c'est-à-dire il y a 3300 même, il y a 53 siècles. Cela place Ötzi dans cette période charnière, extrêmement intéressante car mystérieuse, comprise entre la fin du néolithique, vous savez, cette époque extrêmement importante de sédentarisation de l'humanité, quand l'homme se convertit à la chasse, à l'agriculture, et puis plus près de nous, l'âge du bronze, qui est déjà presque historique. On appelle ça le chalcolithique, c'est-à-dire l'âge du cuivre. À la même époque, entre le Tigre et l'Euphrate, et juste un petit peu plus tard sur les bords du Nil, va naître l'écriture. Seulement en Europe occidentale, on en est encore bien loin de l'écriture. Nous sommes dans des civilisations orales et qui ont laissé, si vous voulez, des vestiges, mais des vestiges extrêmement peu parlants. Ce sont des civilisations mal connues finalement, d'où l'intérêt capital d'une découverte comme celle-ci. Alors au physique, l'analyse anatomopathologique donne un certain nombre de réponses. D'abord l'âge de l'intéressé qui a environ 45 ans. Que vous dire de la dégaine d'Ötzi, si je puis dire ? Il était musclé, il portait la barbe avec des cheveux ondulés, il avait des tatouages dans le dos, sur les pieds et aux genoux, ce qui a fait dire qu'il souffrait très probablement d'arthrose et que ces tatouages étaient sans doute à des fins thérapeutiques. Il était atteint d'artériosclérose, ce qui veut dire qu'il avait fait son temps en quelque sorte, il devait être de son temps considéré comme un homme très âgé. L'homme, qui devait être vêtu de fourrure dont ne subsiste que la peau, était chaussé et coiffé. Il portait aussi un pagne et des jambières, ainsi qu'une tunique ajustée à son torse et une cape végétale qui devait le protéger de la pluie. Il portait un bonnet en peau d'ours, il était équipé de petits instruments tranchants et portait dans un sac, des champignons à vertu médicinale. Il était peut-être en train de cueillir ces champignons au moment de sa mort. Vous voyez qu'on commence à formuler certaines hypothèses dignes d'un roman policier. Il était armé aussi, un grand arc en if et 14 flèches dans un carquois, mais des flèches inachevées pour la plupart, ainsi qu'un coutelas dans un fourreau végétal et une petite hache. L'étude autrichienne, très consciencieusement, conclut que la mort a surpris Ötzi à l'automne et qu'il aurait pu être un berger blessé, il avait des côtes brisées, un berger qui, pris dans une tempête, serait mort de froid avant d'être lui-même pris dans un glacier, ce glacier qui devait assurer son incroyable préservation des prédateurs et sa conservation chimique pendant des milliers d'années. Les Autrichiens, dans cette affaire, se sont montrés de bout en bout fidèles à leur réputation. Ils sont ponctuels, consciencieux, respectueux de la parole donnée, réglo, si vous voulez. Ayant fini d'examiner Ötzi sous toutes les coutures, ayant établi leur rapport, ils le remettent, comme prévu, aux autorités italiennes. Du reste, pendant ce temps, à Bolzano, un musée digne d'accueillir la momie a été aménagé à grands frais, avec une belle chambre froide pour y conserver Ötzi dans les meilleures conditions. Et maintenant qu'ils ont enfin repris la main, les Italiens décident de reprendre le dossier à zéro. Comme un enquêteur ou un magistrat, si vous voulez, qui ne se satisferait pas a priori des conclusions de son prédécesseur. C'est humain, me direz-vous.
Il faut vous dire que tout de suite, les spécialistes italiens ont repéré dans l'épaule gauche du cher Ötzi une pointe de flèche dont leurs collègues autrichiens n'avaient pas tellement fait état. Si le brave homme, se disent-ils, était mort moins de froid que d'une attaque en règle, et si ce fameux berger avait été un guerrier, un tueur, voire un espion? Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Précisément au cœur de l'histoire d'un homme du néolithique, notre ancêtre, Ötzi, Franck. Eh oui, les Italiens ont donc rouvert le dossier Ötzi et ils procèdent à leur tour à des investigations assez approfondies. Décidément, ils sont plus fins limiers que les Autrichiens, si vous voulez mon avis. Ils découvrent du sang humain à l'état de trace sur 2 des pointes de flèche et sur le couteau de notre gentil promeneur. Or, les analyses sont formelles, il ne s'agit pas du sang d'Ötzi. Mieux que ça, ce sang appartient à 4 personnes différentes. On comprend mieux pourquoi il s'est retrouvé avec un coup violent sur le crâne, le bonhomme. On est loin, vous voyez, du gentil berger colchique dans les prés, saisi soudain par la bourrasque. Notre Ötzi paraît relever plutôt au mieux de l'archer égaré, au pire du tueur à gages avant la lettre. J'aimerais laisser la conclusion au professeur Jean Guilaine. C'est la fin, ce que vous allez entendre, c'est la fin de la leçon qu'il a consacrée il y a quelque temps à Ötzi au Collège de France et qui vient d'être éditée sur CD par Gallimard. La violence semble avoir été une constante dans l'histoire humaine et donc nous devons nous arrêter d'idéaliser le passé, de dépeindre nos origines comme une sorte d'étape paradisiaque. Un âge d'or qui n'a jamais existé ou qui n'a en fait existé que dans nos têtes. Évitons d'entretenir le mythe, ouvrons les yeux devant une réalité qui peut parfois surprendre par sa rudesse, osons regarder notre passé en face, en toute objectivité, en historien. Et pour questionner plus objectivement les sociétés de la préhistoire récente, celles qui, faute d'écriture, sont encore dans le domaine de l'oralité, eh bien l'archéologie est là, prête à relever le défi. Un extrait de Cold Song sur Europe 1, interprété par Klaus Nomi, Franck. Alors ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que Ötzi se trouve au cœur de plusieurs mystères, de ceux qui nous passionnent ici dans cette émission. Un mystère génétique tout d'abord, car si son ADN très particulier peut être rattaché à des catégories que nous connaissons, nous encore aujourd'hui, en l'occurrence à la sous-classe K1, qui est assez répandue dans la population européenne, cet ADN en revanche ne se rapporte à aucune des 3 sous-branches de cette catégorie. Nous allons revenir sur cette énigme dans un instant en compagnie de Guy Benamou. Mais c'est un tout autre mystère, évidemment, qui depuis quelques années a remis le pauvre Ötzi dans le collimateur des médias. Selon certains, en effet, cette momie porterait malheur, figurez-vous. C'est pas la première fois qu'on entend dire qu'une momie porte malheur, mais... alors... C'est vrai qu'il y a quand même, il faut reconnaître, un certain nombre de cadavres sous le tapis. Passe que son découvreur, Helmut Simon, est succombé en 2004 des suites d'un accident en montagne. Mais il se trouve que Dieter Warnecke, qui avait 45 ans et qui était parti à sa recherche, a subi à son tour une crise cardiaque qui l'a emporté. Or, affirment les superstitieux, ce n'est là que le début d'une liste qui fait évidemment songer à celle des découvreurs de la tombe égyptienne de Toutankhamon dans l'entre-deux-guerres. Il se trouve que Gunther Henn, qui était le chef de la mission scientifique Ötzi, est mort, lui, quelque temps plus tard, d'un accident de voiture. Et puis Kurt Fritz, il avait 52 ans, il était sur les lieux de la découverte, lui meurt sous une avalanche. Rainer Oetzel, 47 ans, qui était l'un des journalistes qui ont le mieux et le plus tôt couvert la fameuse découverte, va mourir de son côté d'une tumeur au cerveau. Konrad Spindler, un des archéologues qui a examiné la momie, est atteint plus tard de sclérose en plaques et meurt très tôt, à l'âge de 55 ans. Et puis Tom Loy de Brisbane, en Australie, qui s'occupait notamment des analyses ADN de la momie, meurt de son côté d'une infection du sang. Bref, vous voyez qu'il y a comme ça un certain nombre de décès dans le sillage d'Ötzi.
Est-ce que pour autant on peut parler d'une malédiction et est-ce qu'il faut imputer à l'homme des glaces toutes ces morts et toute cette atmosphère sulfureuse ? Personnellement, j'en doute beaucoup. Ça aussi, nous allons y revenir dans un instant avec Guy Benhamou. Ce qui est intéressant dans l'affaire d'Ötzi, et ce sur quoi j'aimerais qu'on s'apesantisse davantage, c'est tout ce qu'il nous apprend sur une période, sur des civilisations, sur des modes de vie totalement disparus. Vous voyez que nous avons un assez beau programme pour la deuxième partie de cette émission. Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. Jusqu'à 14h sur Europe 1. Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Et pour nous parler d'Ötzi, l'homme des glaces, vous recevez aujourd'hui Franck sur Europe 1, Guy Benhamou, qui est ancien journaliste, géologue de formation et qui travaille aujourd'hui au bureau de recherche géologique et minière. Bonjour Guy Benhamou, merci d'être avec nous. Vous avez signé avec Johanna Sabrou La malédiction d'Ötzi, 7 morts mystérieuses autour d'une momie de 5300 ans. C'est une enquête qui va bien au-delà de la simple de cette affaire, du reste de ce mystère des disparitions dans la foulée de la découverte. Ce qu'il faut que vous nous disiez, c'est le rapport personnel que vous avez avec Ötzi. Vous l'avez vu, évidemment, cette momie, vous. Absolument, et c'est une rencontre qui laisse des traces. C'est un vrai moment très émouvant. On est devant un humain, un ancêtre, même s'il n'a probablement pas eu, lui, de descendants. C'est vraiment une rencontre. Et ça on peut dire qu'on a l'impression d'avoir affaire à quelqu'un, à une personne peut-être plus qu'avec une momie égyptienne par exemple. D'abord, les momies égyptiennes, on est très habitués. Et puis ce sont des morts, des personnes qui ont été momifiées après une mort souvent, j'allais dire âgée, pas toutes les momies ne sont pas âgées. Mais en tout cas, il n'y a pas ce côté instantané qu'on a avec Ötzi. Ötzi est saisi par la mort et il reste tel quel, en quelque sorte. Absolument. Autant ces momies égyptiennes sont des morts préparées. Préparées, voilà le terme que je cherchais. On a affaire quasiment à un mort vivant, c'est un instantané, et on a vraiment l'impression d'être devant quelqu'un qui est tombé, dans ses activités quotidiennes, saisi par la mort, et il nous parle, et en plus il a une position étrange, et il semble nous tendre la main au travers de la vitre qui le protège. C'est un moment, j'invite vraiment vos auditeurs à se rendre à ce musée de Bolzano s'ils le peuvent, c'est une vraie rencontre. Alors vous avez dans l'édition de votre livre chez Plon, il y a une très bonne idée, c'est vous faites suivre le livre d'un petit booklet qui est avec toutes sortes d'illustrations. Je le confie de cette main à Julia. Vous voyez Julia, le personnage, on voit cet être humain complètement décharné. Oui, c'est un petit fascicule où il y a pas mal de photos, d'images très précises des membres d'Ötzi. Et cette peau parcheminée couleur d'ambre. Comment peut-on expliquer cette momification naturelle, Guy Benhamou ? Alors, pour les scientifiques, il s'agit d'un cas assez exceptionnel de momification par le froid, dans des conditions, semble-t-il, également exceptionnelles. Il faut qu'il y ait eu un moment de dessiccation, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait eu... alors, on pense qu'il y a eu un coup de vent chaud, le fameux Föhn, qui a desséché la momie, et juste avant une forte chute de neige qui l'a ensuite... Donc c'est un miracle cette momie. Il fallait des circonstances, une conjonction de circonstances incroyables pour obtenir ce phénomène naturel et pour nous donner à voir cet être humain dans de si bonnes conditions. Tout est relatif pour les gens qui n'auraient pas eu l'occasion de voir de photos, de films d'Ötzi. Précisons quand même qu'il est dans un sale état, le personnage, évidemment. Oui, bien sûr, 5300 ans dans la glace, ça ne laisse pas indifférent. Son visage notamment est particulièrement décharné, évidemment. Alors, que pensez-vous, vous, Guy Benhamou, de cette malédiction dont on parle tant depuis maintenant plusieurs années, de tous ces morts qui, dans le cortège de la découverte, qui après la découverte sont venus un petit peu, on peut dire, jeter une ombre sur elle ? Alors il y a effectivement tous les ingrédients pour que ceux qui ont envie de croire à une malédiction y trouvent leur content. Il y a cette mort troublante. Pour ma part, je pense qu'il s'agit d'une série de coïncidences et tout le monde doit mourir un jour. Alors tous ceux qui ont approché Ötzi mourront également. Mais voilà, il y a eu effectivement ces gens qui sont morts à des âges plutôt avant la moyenne, avant d'atteindre un âge limite. Comment est-elle née, la rumeur ? Comment est née cette idée d'une malédiction ? Qui le premier l'a émise ? Impossible à identifier, mais grâce à Internet aujourd'hui, les rumeurs vont très vite.
C'est dès le 4e décès qui était celui, je crois, d'Helmut Simon. Et alors de son sauveteur, mais alors celui-là, nous ne l'avions pas traité parce qu'il est quand même très éloigné de la momie. Dès la mort d'Helmut Simon, le 4e, la rumeur est partie et alors la presse s'en est emparée, la presse internationale, et effectivement ça a fait florès et des tas de gens avaient envie de croire à cette histoire de malédiction. Alors, il faut quand même reconnaître que depuis 2005, le dernier mort, on n'a plus rien signalé de suspect. On a beaucoup, c'était vraiment, ça a alimenté toute une littérature romanesque dans l'entre-deux-guerres notamment, mais on a beaucoup supposé que les violations de sépultures entraînaient des malédictions. Ça a été le cas évidemment en Amérique du Sud, lorsqu'on entrait dans certains vieux tombeaux aztèques ou incas. C'était le cas bien sûr en Égypte avec la célèbre malédiction de Toutankhamon, mais quelques autres aussi. Bref, c'est comme si à chaque fois que l'on retrouvait, que l'on dérangeait un mort d'il y a très longtemps, ses mânes, son esprit était supposé poursuivre les découvreurs. Alors, pour les ethnologues, cela interroge surtout notre rapport à la mort, notre peur d'affronter l'au-delà personnifié par ces morts momifiés. Alors, il faut que nous revenions sur les circonstances de la découverte que j'ai volontairement laissées de côté tout à l'heure parce que vous faites, une relation très précise de ce qui s'est passé. Il y a eu là aussi une série de circonstances un peu particulières et de coïncidences. Il y avait de forts risques pour que Ötzi passe un peu à la trappe au départ. S'il n'y a pas de malédiction, il y a un vrai miracle. Oui. Le miracle, c'est qu'il nous parvienne. C'est ça. Parce que lorsqu'il est découvert, il passe pour un montagnard mort en montagne, et malheureusement il y en a beaucoup qui sont découverts et qui ont passé plusieurs années dans la glace, dont on a perdu la trace et qui sont chaque année rejetés par la fonte des glaciers. Et donc il aurait dû être victime de la routine, c'est-à-dire dégagé par les sauveteurs, descendu dans la vallée, récupéré par les pompes funèbres, mis dans un cercueil en sapin et dans une fosse commune dans le cimetière voisin. Alors pourquoi est-ce qu'il échappe à ce sort un peu funeste ? Il échappe à ce sort pour deux raisons. D'abord parce que le petit outil qu'utilise le premier policier qui est monté dégager la momie tombe en panne. C'est un petit marteau piqueur électrique d'un nouveau modèle qu'il essayait. Il tombe en panne et ne peut pas donc dégager ce corps. Donc il redescend avec l'hélicoptère et dans ces entrefaites passe par là Reinhold Messner, un célèbre alpiniste autrichien qui a à son actif des sommets. On pourrait presque dire que c'est le 3e découvreur, lui. Absolument, mais c'est le vrai sauveur. C'est le vrai sauveur, en tout cas, oui. Et Reinhold Messner, lui, est persuadé qu'il a devant lui, Reinhold Messner, il est plutôt tenant des théories tyroliennes un peu nationalistes, et il dit c'est un vieux tyrolien, c'est quelqu'un, voilà, c'est notre souche, il faut absolument le sauver. Il fait un ramdam d'enfer, les médias s'intéressent à l'affaire, et donc, pour la deuxième tentative de dégagement, on fait monter un médecin légiste et on prend un peu plus de précautions, d'autant qu'il y a les caméras de télévision, donc la caméra du journaliste qui mourra malheureusement quelques années plus tard. Donc avec ces soins particuliers, on va aussi attirer l'attention des archéologues, forcément. Absolument. Et donc très rapidement, puisque Messner lui pensait que c'était un corps vieux de 500 ans, à l'Institut médico-légal, on fait appel à un archéologue qui est voisin et qui vient et qui dit, lui, il se trompe parce qu'il pense que la hache de cuivre est en bronze et il dit il a 4000 ans. Bon, on s'apercevra plus tard qu'il est un peu plus vieux que cela, mais ça y est, il est sauvé. Alors notre 3e découvreur est toujours en vie, lui. Apparemment, oui. Aux dernières nouvelles, il se porte bien. Et Erika Simon aussi. Erika Simon également. Donc finalement, vous voyez qu'on peut quand même avoir été de très près, et pour beaucoup, dans la découverte et dans le sauvetage de la momie d'Ötzi, et continuer à vivre très tranquillement. Ce que nous allons voir maintenant, juste après la publicité, c'est ce que nous apprend Ötzi sur la période où il a vécu. Et puis aussi, nous essaierons de savoir quelles sont les circonstances dans lesquelles il a disparu, parce qu'avec tous les éléments que l'archéologie apporte, il est possible de faire des recoupements et d'aller assez loin dans les conclusions de l'enquête. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Sur Europe 1 d'Hibernatus, la bande originale du film d'Édouard Molinaro, Franck.
Alors je réponds, j'en profite pour répondre. Oui, c'était sympathique, Yvernette. Sympathique. J'étais perdu dans mes messages là, notamment cette Hélène qui me demande tout simplement comment on écrit Ötzi. Donc oui, j'aurais dû le dire, c'est peut-être plus simple pour ceux qui veulent en même temps aller voir un peu les photos et tout ça. C'est O-T-Z-I, mais sur le O vous mettez un tréma, un umlaut, donc ça fait Ötzi en fait. On va répondre petit à petit aux différentes questions qui se posent. Ce que j'aimerais que nous fassions, Guy Benamou, c'est revenir sur les circonstances des différentes enquêtes. Il y a eu l'enquête autrichienne, puis l'enquête italienne, et le moins qu'on puisse dire, c'est que les chercheurs de part et d'autre de la frontière ne sont pas toujours d'accord. Les chercheurs ne sont que des hommes, et donc il y a eu effectivement un certain nombre de choses pas très sportives entre les deux équipes. Il y a eu des guéguerres. Les Autrichiens ont longtemps mis le couvercle sur ce qu'ils estimaient être leur bien, empêchant toutes les équipes d'accéder à la momie. Quand les Italiens ont récupéré, ils ont ensuite fait d'autres travaux. Ils ne se sont pas gênés pour dire que finalement les Autrichiens n'avaient pas bien travaillé, puisque pendant 10 ans, personne n'avait vu cette flèche, cette pointe de flèche. C'est quand même un peu étrange, il faut reconnaître. S'il y avait une pointe de flèche dans l'épaule gauche de la momie, on peut s'étonner que les chercheurs autrichiens ne l'aient pas relevée. C'est d'autant plus étonnant que quand on reprend les publications de l'époque, avant qu'on découvre cette flèche, il y a des photographies, des radiographies d'Ötzi, et on voit la flèche. Alors, on la voit parce qu'on la cherche maintenant, mais à l'époque, personne ne l'a vue. Ne l'a vue ou n'a voulu la voir, parce que ce qui est intéressant, c'est que les points de vue autrichiens et italiens divergent complètement sur le type d'homme que l'on cherche en quelque sorte. Chez les Autrichiens, c'est les peuples heureux n'ayant pas d'histoire, on est en présence d'un berger ou d'un cueilleur de champignons, bref de quelqu'un de très pacifique qui est pris par une bourrasque et qui meurt de froid. Chez les Italiens, on essaie de monter toute une histoire autour de Ötzi, on essaie de voir comment il est mort, s'il a lui-même tué des personnes, et notamment on donne plus d'importance à la blessure qui est facilement constatable sur le crâne également. Absolument, même les Italiens sont allés beaucoup plus loin. Ils ont établi un certain nombre ils ont découvert de nouvelles traces de violence. C'est un vrai martyr qu'Ötzi. Il a notamment une blessure très profonde à la main, probablement entaillée en voulant se défendre contre un coup de couteau, entaillée jusqu'au tendon. Il a un hématome facial, il a un traumatisme crânien avec un gros hématome cérébral. Donc il a véritablement été quasiment tabassé. Comme on est à 3200 mètres d'altitude, il y a assez peu de chances que ce corps ait été le seul conservé d'une série qui aurait participé par exemple à une bataille, disons. On aurait pu imaginer ça, qu'après tout, pour diverses raisons, ce corps-là aurait été conservé, pas d'autres. Là, il est quand même forcément un peu isolé, mais on peut imaginer quelqu'un qui serait allé s'isoler précisément pour échapper à des poursuivants. Je ne sais pas, là, je suis dans le scénario pur. C'est l'une des hypothèses qu'effectivement, après, il y a eu une violente altercation, une violente bataille. Alors, entre combien de protagonistes, on ne le saura jamais. Ötzi a fui. Alors, il y a quelque chose qui contrarie un peu l'hypothèse de la fuite, c'est qu'on sait maintenant qu'il a mangé environ 30 à 40 minutes avant sa mort. Donc, il a bien mangé, un bon repas de bouquetin. Alors, est-ce que quelqu'un qui fuit a le temps de faire un peu bombance ? C'est un peu particulier. Et on sait ensuite qu'effectivement, il a été tiré dans le dos par un archer qui était sans doute à 30 ou 40 mètres et un peu en contrebas. Donc, tué dans le dos. Enfin, son armement, les traces de sang sur plusieurs des armes qu'il porte lui-même, le fait qu'il porte des blessures assez spectaculaires, tout ça laisse entendre qu'on a bien affaire tout de même à un guerrier. C'est difficile à dire. Oui, c'est très difficile à dire. C'est l'une des hypothèses. Alors, si c'est un guerrier, c'est un vieux guerrier. D'autres hypothèses évoquaient plutôt, alors soit un chaman, soit quelqu'un. Un chaman, d'où les champignons, par exemple ? Oui, et d'où la hache de cuivre, puisque la hache de cuivre n'est pas fonctionnelle. Le cuivre est un métal mou. En revanche, c'est un objet très symbolique. Mais encore une fois, il nous a apporté beaucoup de réponses, mais il laisse aussi beaucoup de questions en suspens, ce brave Ötzi. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà du corps même de l'individu, on a retrouvé donc toutes sortes d'artefacts autour de lui qui permettent de reconstituer à peu près l'équipement alors on ne sait pas quoi dire, je ne sais plus si je dois dire un guerrier, un chaman, en tout cas d'un homme du chalcolithique, de l'époque de l'âge du cuivre. Absolument. Il a un briquet. Alors, il sait faire du feu, puisqu'on a trouvé dans une petite poche tout le nécessaire pour allumer un feu. Oui. Pour allumer un feu. Il sait se soigner, puisqu'il a des champignons sur lui qui sont connus pour traiter les maux de ventre. Or, on sait qu'Ötzi était infesté par des vers qui devaient lui donner de très fortes douleurs abdominales. Il a un couteau, il a un petit nécessaire pour notamment réparer son couteau, ce qu'on appelle un retoucheur, que les archéologues n'avaient jamais trouvé jusqu'à ce jour. Il est confortablement vêtu.
Il est également bien équipé. Alors pour affronter le froid, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, vous et moi, avec le même équipement, on ne se gèlerait pas un peu, mais il a de très bonnes chaussures, il a des jambières, un manteau en peau de chèvre dont les spécialistes disent qu'il est cousu avec un grand soin et par des quasi-professionnels. Alors, ce qui est, vous dites vous et moi, ce qui est frappant lorsqu'on évoque Ötzi, c'est sa modernité. Si on le reconstitue, et c'est ce qui a été fait du reste par les Italiens, dans le petit musée qui lui est consacré au Tyrol, c'est qu'en fait, si on le reconstitue, on a un personnage qui ressemble à un homme moderne. Hein. On lui coupe les cheveux, on le rase et on le met dans le métro. Il est un peu petit, mais il passerait inaperçu. Ouais. Quasiment. D'ailleurs, il souffre des mêmes maux, parce qu'il avait quand même beaucoup de soucis de santé, ce pauvre Ötzi. Notamment, on lui a découvert des calculs biliaires récemment. On sait qu'il avait de l'artériosclérose, donc un régime alimentaire sans doute un peu riche. Finalement, il était candidat à la crise cardiaque, sans le savoir. Il a des traces de caries. Alors vous dites que s'il faisait des festins de bouquetin, évidemment, ça ne devait pas être très léger. Il a eu des caries, oui, évidemment. À 45 ans environ. Voilà. Et il a également de l'arthrose au genou, donc les traces de longues marches en montagne. C'est Patrick qui nous demande ce qu'il en est des méridiens d'acupuncture qu'on aurait retrouvés tatoués sur son corps. Alors il a des tatouages, effectivement une 50aine de tatouages qui sont sur les méridiens d'acupuncture chinoise. Alors on suppose qu'effectivement ce sont des tatouages à but thérapeutique pour soulager notamment les douleurs abdominales liées au ver qu'il avait. Mais encore une fois... Oui, on est là évidemment dans la supposition. Mais ce sont probablement les plus vieux tatouages que l'on connaisse en Europe. Alors cet homme nous ressemble, vous dites que dans le métro il ne déparerait pas ou pas trop, simplement il présente un ADN un peu différent. Absolument, alors un peu particulier au point que, d'après les chercheurs, alors il appartient à une lignée qui soit a disparu avec Ötzi, soit est tellement rare en Europe qu'on ne l'a pas encore retrouvé, soit que le Ötzi est un pur mutant, voilà. Alors, ce n'était pas un extraterrestre pour autant, on pourrait quand même couper court à ce genre de rumeurs qui ont aussi existé. Quand on dit qu'il était mutant, il appartenait peut-être à une branche ou une population qui était en train de muter. La malédiction d'Ötzi, c'est donc publié chez Plomb avec Johanna Sabrou de Guy Benamou. C'était en 2006, donc je ne sais pas si on trouve encore le livre. Non, mais vos auditeurs peuvent trouver aujourd'hui sur Internet d'excellentes synthèses mises à jour, très intéressantes. Et puis, nous avons tout à l'heure écouté Jean Guilaine. Alors, Lorena me dit dans le casque, mais attention, tu as dit le disque vient de sortir, en fait il est sorti en 2008. Oui, mais à l'échelle de Ötzi, 2008 c'était hier. C'était la seconde. Bravo Lorena dernière. quand même. Ötzi, l'homme des glaces et son temps, c'est donc une leçon du professeur Guilaine au Collège de France, et puis du même Jean Guilaine, Caïn, Abel, Ötzi, l'héritage néolithique, c'est chez Gallimard. Alors c'est un ouvrage plus généraliste évidemment, qui ne parle pas seulement d'Ötzi, mais qui nous ouvre de nouveaux horizons sur cette extraordinaire période à laquelle nous devons quasiment tout, puisque les fondements même de la civilisation ont été créés à cette époque précisément. Merci Guy Benamou. Si vous voyez Ötzi avant moi, n'hésitez pas à le saluer. Je ne manquerai pas. Moi, j'ai pas eu l'occasion encore d'aller voir la momie, mais bien sûr que j'irai. Surtout qu'après ce que vous en dites, ça donne très envie. Donc on ira lui faire un petit coucou dans le Tyrol. Merci beaucoup.